Dans cette troisième vidéo, on va parler dans quelles conditions faut-il respecter pour traiter des données personnelles. Ça sera une deuxième partie. On va parler de différents termes comme Privacy by Design, Privacy by Default, etc. Vous allez tout savoir. Justement, Élise, à mes côtés, avocate. Bonjour Déborah, donc Élise, avocate et experte en droit du numérique. Pour ma part, spécialiste de la communication digitale. Donc Élise, parlons des nouvelles obligations prévues par le RGPD. Tout d'abord, le Privacy by Design. Oui, Privacy by Design, c'est un nouveau concept qui a été introduit par le règlement européen sur la protection des données personnelles. Ce principe, il veut dire quoi? Il veut dire que finalement, quand tu es responsable du traitement, il faut que tu te poses la question de la protection des données personnelles avant même d'initier ton traitement. Par exemple, si tu conçois un logiciel qui va être amené à traiter de la donnée personnelle, il faut que tu te poses la question de la protection de la donnée personnelle dès la conception, dès le développement de ton logiciel, par exemple, si c'est ça. Il faut que tu te poses la question de la durée de conservation, des mesures de sécurité, des droits d'accès à ce logiciel, etc. Donc c'est ce que veut dire ce Privacy by Design. On doit se poser la question de la protection dès le départ, avant même d'initier un traitement. C'est quoi la différence avec le Privacy by Default? Privacy by Default, c'est un autre principe qui est complémentaire au Privacy by Design et qui veut dire le fait que quand tu traites une donnée, le principe c'est que tu ne peux traiter des données tu ne peux traiter que des données qui sont absolument nécessaires au regard de ce que tu veux faire, au regard de la finalité du traitement. Donc ce principe de minimisation, il était déjà consacré dans la loi informatique et liberté, mais là il est renforcé tu dois donc du coup minimiser ce traitement tant au regard du volume de données que tu vas traiter, qu'au regard de l'étendue du traitement, que par rapport au nombre de personnes qui auront accès à ce traitement. Donc voilà, c'est le principe de minimisation de la donnée. Il y a aussi un registre de traitement qui existe. Oui, l'obligation de registre du traitement, c'est une nouvelle obligation qui a été introduite par le règlement européen, qui ne concerne pas toutes les entreprises. Ça concerne les entreprises d'une certaine taille, au-delà de 250 salariés. L'entreprise devra mettre en place un registre du traitement. Un registre, c'est quoi? C'est un fichier Excel qui va identifier tous les traitements ou les catégories de traitements que l'acteur réalise. Mais ça concerne aussi des entreprises peut-être d'une taille moindre, donc en dessous de 250 salariés, mais des entreprises qui font des traitements particuliers, des traitements non occasionnels ou des traitements sur des données qui sont susceptibles de comporter des risques pour les libertés et les droits des personnes, ou encore qui font du traitement de données sensibles. Comme la santé par exemple. Comme la donnée de santé, absolument. Si on voulait donner un exemple pour nos internautes qui nous regardent, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce fichier en fait? Dans ce registre du traitement? Oui. Alors dans ce registre du traitement, vous n'allez pas lister toutes les données que vous traitez. En fait, il va falloir identifier les catégories de données que vous traitez. Par exemple, si vous traitez de la donnée de santé, de la donnée qui est liée à l'identification des personnes. Donc listez les catégories de données que vous traitez pour vos clients, pour vos prospects, pour vos salariés. Ensuite, dans ce registre du traitement, vous allez identifier qui sont les acteurs qui traitent, donc vos sous-traitants. Les personnes extérieures à la société qui vont être amenées à avoir accès à ces données, mais aussi au sein de l'entreprise. Identifier les personnes qui auront accès à ces données. Il faudra aussi identifier dans ce registre la durée de conservation. Combien de temps, en fonction des données dont on a parlé, combien de temps vous devez les conserver. Dans cette réglementation, de ce que j'ai vu, il faut désigner un délégué à la protection des données personnelles, donc DPO. Est-ce que justement tu peux nous en parler? Dans quel cas on doit désigner un DPO? Oui, parce qu'en fait la désignation du délégué à la protection des données personnelles, le DPO dont tu parles, elle n'est pas systématique. Ça ne concerne que certaines entreprises. Par exemple, c'est obligatoire pour les autorités et les administrations publiques. Là, pour le coup, elles doivent mettre en place un DPO. Ça peut concerner aussi des entreprises privées qui vont faire un certain type de traitement, un traitement de données à grande échelle, par exemple, de données sensibles, ou qui vont être amenées à réaliser un suivi régulier, systématique de personnes à grande échelle. Comme les banques, les assurances, des choses comme ça. Absolument. Par exemple, ta banque, elle a besoin de suivre de manière régulière les fichiers de ses clients, et de ce fait-là, elle va être obligée de mettre en place un DPO. Également sur les données sensibles. Voilà, quand tu fais un traitement de données sensibles à grande échelle, typiquement, c'est le cas de figure dans lequel tu dois mettre en place un DPO. Donc, qui est le DPO? Le DPO, ça peut être quelqu'un en interne, dans ton entreprise. Tu vas le former. Par exemple, ça peut être ton directeur des services informatiques.
tu vas lui demander de consacrer à mi-temps, par exemple, à ses fonctions de DSI, et puis lui demander l'autre partie de son temps de consacrer ses fonctions à celle de DPO, et donc d'être un peu le garant pour la protection des données personnelles. Mais le DPO, ça peut être aussi une personne extérieure à l'entreprise, ça peut être une société de conseil qui a justement formé des DPO et qui va, par mission ponctuelle ou régulière, vous assurer pour être conforme à cette obligation de DPO. Donc ça peut être quelqu'un en interne ou ça peut être quelqu'un en externe. Quelles mesures d'impact on doit mettre en place justement dans certains cas ? Alors ça, c'est effectivement une autre obligation, la mesure d'impact. Ça ne concerne que certains types de traitements. C'est-à-dire que si tu as un traitement qui est susceptible de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes, le règlement te dit, avant même d'initier ce traitement, il va falloir que tu fasses une analyse d'impact. Exemple, je ne sais pas, moi je suis une entreprise, j'ai envie de mettre en place, pour des questions d'organisation, de rationalisation, j'ai envie de mettre en place pour mes commerciaux un système de géolocalisation de leurs véhicules pour pouvoir optimiser effectivement les déplacements, etc. Et donc, il va falloir se poser la question de savoir quelles mesures je mets en place pour garantir qu'il n'y ait pas des dérives. Parce que typiquement, ce type de traitement, ça comporte des risques en fait, pour les droits et libertés des salariés, clairement. Donc dans cet exemple-là, l'employeur devra, par exemple, consulter les représentants du personnel s'ils existent, mettre en place des durées de conservation des vidéos de géolocalisation ou de surveillance d'une durée limitée, 1 mois, informer bien évidemment les salariés, couper le système de surveillance en dehors des horaires de travail. Voilà. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à un certain nombre de mesures qui vont tendre à garantir et à protéger les droits des personnes. Et le responsable du traitement, il doit mettre des mesures de sécurité renforcées, j'imagine. Alors ça, c'est un autre point, donc ça ne concerne pas la mesure d'impact. Tout responsable du traitement, et même le sous-traitant d'ailleurs, à partir du moment où il fait un traitement de données personnelles, il doit mettre en place, il doit garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Donc c'est au cas par cas, en fonction de la donnée que vous traitez, en fonction de ce que vous en faites, au cas par cas, il va falloir mettre un niveau de sécurité qui est adapté. Mais l'objectif, c'est que vous, en tant qu'acteur du traitement, vous soyez à même de garantir la confidentialité, l'intégrité, la résilience du système informatique. L'idée, c'est que vous soyez à même d'assurer que la donnée ne va pas être altérée, ne va pas être piratée, ne va pas être perdue. Donc, à vous de mettre en place des audits de sécurité, des backups, des contrôles, vérifier que ces mesures de sécurité sont efficientes. Et s'il y a une violation, s'il y a une perte de données, que vous soyez capable finalement de rétablir la donnée parce que vous aurez mis en place un backup, par exemple, dans des délais qui soient cohérents. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a une violation des données ? Alors, en matière de violation, là, pour le coup, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait plus de formalité auprès de la CNIL. Là, il y aura une formalité. Vous devrez, au plus tard dans les 72 heures de la violation, donc une violation de données, c'est quoi ? Ça peut être un piratage informatique de votre ordinateur, ça peut être votre PC qu'on vous vole dans la gare pendant que vous voyagez. Là, il y a une violation de données personnelles potentielle. Donc là, vous devez déclarer à la CNIL, dans un délai très très court, la violation. Et vous devrez remplir un formulaire, vous devrez justifier en fait des circonstances dans lesquelles cette violation est intervenue, les mesures que vous aviez prises en fait pour limiter et éviter ces violations, et puis les mesures que vous allez prendre ou que vous êtes en train de mettre en place pour limiter la violation de la donnée personnelle. Et si cette violation, elle comporte un risque élevé pour la personne, eh bien non seulement vous devrez déclarer la violation à la CNIL, mais vous devrez aussi informer la personne concernée. Donc en termes d'image, en termes d'impact, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc le responsable du traitement, il a une sorte de responsabilité, d'obligation de prouver le bon respect du RGPD dans son site, dans un logiciel, dans l'utilisation de certaines données X ou Y. Oui, complètement. Il doit se responsabiliser. Il doit mettre en place en interne des mesures techniques, organisationnelles. Il doit s'organiser, se responsabiliser. Et donc, s'il a un contrôle de la CNIL, il devra être en mesure de prouver qu'il a correctement respecté ses obligations, qu'il a mis en place des mesures de sécurité adéquates, qu'il a fait des mesures d'impact quand il y a besoin. S'il avait l'obligation d'embaucher ou de faire appel à un DPO, effectivement, qu'il prouve qu'il a fait les démarches nécessaires,
S'il devait établir un registre des traitements parce qu'il rentrait dans la catégorie obligation d'établir un registre des traitements, eh bien, il faudra qu'il ait ce registre des traitements et qu'il le montre à la CNIL pour respecter ses obligations. Et à défaut, eh bien, il encourra des sanctions très lourdes. Dans la prochaine vidéo, la 4e vidéo, on va regarder comment s'organiser, la méthode pour la mise en conformité. On vous donne rendez-vous dès demain pour cette 4e vidéo.